Ça a commencé avec la télé. Nous avons la version italienne des Club Dorothée. Club Dorothée. Oui, les Berlusconi, voilà. Ça s'appelait Bim Bum Bam. Et c'était vraiment un conteneur avec beaucoup de productions animées. On avait commencé avec Candy Candy, et avant, carrément, il y avait tous les robots, les grands robots. Et aussi, par exemple, Hokuto no Ken, qui a eu un grand succès chez nous. C'était une histoire qui marque toujours. C'est toujours quelque chose qui a beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre ça. Et on a eu aussi, par exemple, les Oscars. Et c'est un peu drôle la différence entre l'Italie et la France dans ces cas-là, car je sais que les génériques de les Oscars, c'est très drôle, c'est un peu marchette, un peu, voilà, très, très heureuse. Et quand chez nous, c'est une musique des batailles. Et ça a donné, et aussi la doubleuse italienne, elle a une voix très adulte. Vedi Andrea, questa notte io ho sentito mentre ti stava parlando mio padre. Et donc, c'était une histoire qui a marqué toutes les générations. Les jeunes femmes, les hommes, les petits. Et c'est un peu vraiment comme c'était une histoire qui parle de l'Italie aussi, non? Même c'est français. Mais mon coup de cœur qui m'a fait faire sauter dans la production animée à les mangas, c'était Rama et demi, avec le Takahashi. Et j'avais une amie à moi de l'école qui me disait, mais regarde, il y a dans les boîtes pour lire, il y a un manga, un fumetto, une BD, avec les choses que tu vois à la télé. Papa, non, c'est pas possible, c'est pas possible ça. Et quand j'ai lu, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait tout cet univers-là qui était caché à nous. Et c'était 95 pour moi. Et j'étais 13, 14, une chose comme ça. Et dans ces moments-là, j'ai jamais arrêté de lire et d'acheter et tout. Et j'étais heureuse et chanceuse aussi, car actuellement, mon mari, avant, il était mon gars. Il avait une collection immense de mangas, vraiment tout un plafond plein. Et j'ai lu tout. J'ai lu tout qu'il avait, Crime Freeman, tous les classiques, mais aussi, pas seulement les mangas, mais aussi tous les types en général de BD. Aussi un peu de franco-belge, des œuvres en anglais, et aussi, par exemple, une œuvre que je ne sais pas si est connue ici, s'appelle Dago. C'est une histoire faite un peu avec les gens de l'Argentine. Et il parle d'un mec de Venise. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Je pense qu'il fonctionnerait bien en manga, peut-être. J'ai lu beaucoup de Topolino, Picsou, c'est Paperone de Paperoni, c'est un peu plus long en italien. Et ça m'a marqué beaucoup ma enfance. Mais la différence, c'était les coups de cœur. C'était que quand je suis allée sur manga, j'ai vu pour la première fois une histoire qui parlait à moi directement. Je ne sais pas si c'est à moi comme jeune femme à l'époque, car en fait, si on va voir, la quasi-majorité des histoires publiées en Italie, ils ont des protagonistes masculins de au moins 35-40 années. Et du coup, pour une jeune fille adolescente, il n'y a pas de représentation. Et ça m'a marqué beaucoup. Et quand j'ai lu Rama Akane, que c'est la fille, ça est devenu mon alter ego, on peut dire, comme ça. Et du coup, ça, c'est une des choses qui m'a ramené à faire du manga. Mais je peux dire aussi qu'au niveau des styles, je suis grandie avec l'émission télévisive. Et du coup, c'est vraiment que pour moi, c'était plus naturel ça. Et je pense que maintenant, c'est encore plus fort. La raison pour laquelle maintenant je descends en Era, par exemple, que c'est un dark fantasy, c'est un seinen
Du coup, c'est une histoire qui tombe plus... En théorie, pour les gens un peu plus âgés, à partir des 25 années, plutôt masculin comme public. Mais en fait, je vois, et aussi aujourd'hui, par exemple, pendant les dédicaces, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui l'achètent. Et c'est aussi que la protagoniste, c'est une jeune, pas jeune, mais c'est une femme. Et elle a sa fille aussi, qui est adolescente. Donc il y a beaucoup de niveaux différents qui sont représentés dedans. Et pour moi, faire du manga, c'est toujours avoir un défi différent. Et donc, pour plus de 10 ans, j'ai dessiné des histoires, pas des dark fantasy, mais toujours des fantasy. J'aime bien les côtés un peu sortis de la réalité. Je pense que les mangas a vraiment un bon rôle pour donner à les gens un moment pour sortir du quotidien. Même si j'aime aussi beaucoup les histoires qui parlent de la vie commune. Hein. Et comme ça, après 10 ans de travail sur ça, je voudrais chercher quelque chose de différent. Mais j'aime bien que les gens qui vont lire Onera sont totalement différents. Il y a vraiment beaucoup de publics qui changent. Quand j'ai lu le scénario, m'a beaucoup marqué le travail que Camille avait fait. Et surtout qu'il est un homme jeune et il parlait d'une mère. Et du coup, j'étais très curieuse de comment il avait pensé à ça. Et du coup, il m'a dit que son point d'importance, c'était un autre, mais je ne peux pas dire que c'est spoiler. Mais Aran, elle avait pris plus d'espace dans le temps qu'il écrivait. Et enfin, elle est devenue, elle, la protagoniste. Et il a fait beaucoup d'attention en la représentant en manière réalistique. Pas comme une femme, genre un peu, je veux pas dire, hein, mais un peu redsonien, très fort, très quasi masculin. Et du coup, elle a beaucoup de faiblesses. Surtout que quand on va lire tome 1, elle semble très fort, mais déjà quelque chose qui tremble un peu. Et avec les autres tomes, la dimension devient plutôt réalistique, avec plus facettes différentes. Et par exemple, il est allé dans un forum des parents adoptifs. Il a parlé avec ces gens-là, il cherchait de comprendre quelle est la différence entre ce type de relations-là. Et un des dialogues qu'on peut trouver dans le tome 3, c'est un dialogue que lui a écouté en personne. Et il a carrément demandé les permis pour ça. Et j'aime bien beaucoup la soin qu'il a mis dans ces tout petits détails. Et voilà, et j'ai donné une chose qui m'a marquée, c'était que quand j'ai fait l'épreuve pour devenir dessinatrice d'Onera, on était plus de 10 auteurs différents qui cherchaient, des Français, d'Italiennes, des Espagnols aussi. Et là-bas, ils me disaient que quand ils ont vu mes pages, ils se sont dit « Ok, c'est Aran ». Et la chose que j'ai vue quand j'ai lu qu'il s'agissait d'une mère, je pensais que c'était nécessaire de donner à elle une profondité dans les regards et dans les gestes. Et du coup, j'ai cherché de poser l'attention sur ça. Et pas seulement sur l'action, badass, les coups et tout. Et finalement, ça semble avoir ramené quelque chose. La France a donné et donne maintenant la possibilité à tous les artistes italiens de s'exprimer, même s'ils n'ont pas la main un peu classique italienne. Voilà, par exemple, pour moi, maintenant c'est plus facile aussi en Italie, mais déjà 6 ans avant, pour les gens qui faisaient du manga, c'était vraiment difficile de se faire publier en Italie.
avec de bonnes maisons d'édition carrément. Bah, les petits sont toujours là. Et aussi pour la bande dessinée, il y a une culture liée à ça en France, qui chez nous, il est là toujours, mais c'est différent. C'est vraiment, ici, c'est de la littérature. En Italie, c'est seulement maintenant qu'on commence à parler. Est-ce que les livres et les mangas les BD sont de la littérature ou seulement les livres? Par exemple, les classifications, les classifiques, avec les livres les plus vendus, ils ont commencé à voir maintenant la BD et les mangas aussi. Et ils sont presque sur 10 fois. Au moins 5, il y a One Piece et Dragon Ball en tout en haut dans les premières positions. De toutes les librairies. Et c'est un peu particulier car nous avons une tradition de deux boutiques différentes. On a la librairie et on l'appelle la fumetteria. Et du coup, la librairie qui est du BD et manga en général. Mais maintenant, les librairies aussi, ils ont compris qu'il est nécessaire d'avoir aussi les mangas. Car c'est une manière vraiment importante de ramener les gens et les jeunes à lire. Et après, ils pourront trouver qu'est-ce qui les intéresse.